Eh bien, c'est bien noté. Tout de suite, on accueille votre invité. Stéphane Descartier, vous êtes président de la Maison de l'Investisseur. C'est un réseau d'agences immobilières qui s'y sont spécialisées dans l'investissement, dans l'ancien et dans le neuf. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Stéphane Descartier. Bonjour à tous. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission sort un peu du cadre, mais je me sens un petit peu obligé de la faire parce qu'en fait, mon but n'est pas ici de, chercher à me donner raison, absolument pas. Mon but, c'est tout simplement ici d'étayer et de prendre le temps de te parler d'une situation sur laquelle je t'alerte pendant les lives sur la chaîne YouTube. Donc, j'en parle jamais dans les podcasts, mais je vais prendre quelques minutes ici pour t'en parler. Tous les lundis, entre midi et 2, je fais un live sur YouTube. Rejoins-moi si tu ne l'as pas déjà fait. C'est sympa, on discute, on est en live. Le but, c'est d'échanger. Et je te fais un point sur l'activité immobilière, l'actualité. Ce que moi aussi, je constate sur le marché, puisque je suis toujours très actif, en tout cas pour l'instant, sur l'immobilier français, sur le marché immobilier français. Et là, récemment, en fait, crois-le ou pas, peut-être parce que Google me suit dans mes déplacements Internet, ou alors peut-être parce que simplement je suis tagué comme un professionnel de l'immobilier. En tout cas, toujours est-il que est apparu, pour pas faire un anglicisme, mais est apparu donc sur l'une de mes pages de l'un de mes multiples navigateurs, cette courte vidéo de quelques minutes. Donc je ne te garantis pas une énorme émission, mais cette vidéo, je l'ai trouvée extrêmement intéressante parce que d'abord, on a quelqu'un qui fait quelque part un petit peu le même métier que moi, que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, qui amène ici pas forcément des éléments nouveaux, mais qui le dit de manière différente, ce qui va me permettre de plus en parler en profondeur avec toi dans ces podcasts comme j'aime le faire, et ce qui va aussi me permettre un petit peu de pouvoir digresser tranquillement. Bref, une émission, coin de table au café ou coin de table au bar, enfin là où tu as envie, toi et moi, tranquille, pour parler de mon métier, de l'immobilier, de la raison pour laquelle je fais tout ça, de la raison qui me pousse à pousser les autres finalement à investir, du paradoxe dans lequel on se trouve actuellement, dont je suis convaincu que nous ne resterons pas, et surtout d'une situation qui, à mon sens, va ne faire que s'aggraver. Et je remercie finalement cette courte émission qui a été réalisée, où au bout du compte, je vais pouvoir moi aller encore plus loin dans mes propos et dans ma manière de voir les choses. Bref, une petite émission sympathique, hors cadre, mais bon, tu sais que je ne me gêne jamais pour le faire, surtout quand c'est l'actualité. Et avant de l'entamer, avant que Patrick appuie sur play sur ce podcast, je vais te rappeler l'usage, n'est-ce pas? Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission, parce que c'est ce qui m'aide le mieux. Les podcasts sont difficiles à référencer, ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement, tu dis écoute-moi cette émission, tu vas savoir un petit peu plus sur l'actualité immobilière. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet livres, il y a mes livres, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Dans l'onglet formation, il y a les formations. Et là, c'est pareil, tu cliques et on travaille ensemble. Et enfin, il y a un onglet coaching si tu as envie de passer une demi-heure, une heure, enfin bref, un moment sur ton projet avec moi. Et c'est vraiment avec moi que tu auras un coaching. Attention, je te préviens à l'avance parce qu'on me fait souvent la remarque. Quand tu vas réserver les heures de coaching, tu vois que des heures sur une demi-heure. Même si tu as pris une heure, ça marche pour une heure. C'est parce que le logiciel ne me permettait pas de faire autre chose. Bref, on va pouvoir attaquer cette émission. Comme je te l'ai dit, je vais avoir peu de matière au départ, mais t'inquiète pas, je vais faire le reste. Sans plus de transition, Patrick Magnéto. On vous reçoit aujourd'hui pour que vous nous parliez de la situation dans votre secteur de l'investissement immobilier. Tout le marché de l'immobilier est à l'arrêt, chute des ventes dans les logements neufs, des crédits qui sont refusés à l'appel, le marché de la location qui ne tourne plus. Je m'arrête là, mais ça ne s'arrête pas là pour autant. Le président de la République qui qualifie votre secteur de paradis pour les investisseurs immobiliers. Nous avons en face de nous un homme en colère, très clairement, parce que, et au nom de la profession d'ailleurs, vous réagissez par rapport à toutes ces annonces qui n'en sont pas forcément. Quel est votre état d'esprit ce matin? Donc je vais peut-être pas forcément couper à chaque fois chacun des échanges, mais là moi je veux intervenir avant qu'on écoute justement l'homme en colère, l'intervenant. Je vais point par point développer un peu ce qu'il vient de nous dire, les problématiques que le journaliste a soulignées, et prendre le temps avec toi d'aller un peu plus en profondeur, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je ne pense pas que ce soit forcément négatif. Premièrement, la chute des ventes dans le neuf et dans l'ancien. Ici, il faut comprendre qu'il y a deux mécanismes à l'œuvre et qui sont complètement différents. Première chute des ventes dans le neuf liée à quasiment 100%, j'ai envie de te dire, à tout ce qui se passe par rapport au coût des matériaux, à l'augmentation du prix des matériaux et surtout aussi à la raréfaction d'entrepreneurs. Alors,
pas la raréfaction d'entrepreneurs, mais plutôt le fait qu'il y ait moins d'entreprises de bâtiment parce qu'il y a pas mal de faillites. Et le double fait, enfin l'autre élément qui vient perturber cet élément-là, c'est l'augmentation du prix des matériaux. Deux choses très importantes. Premièrement, le prix des matériaux, on arrive au bout. On sait, ça y est, au moment où je te parle, que là maintenant, les prix commencent à redevenir à la normale, qu'on est passé au-delà de la crise liée soi-disant à la guerre en Ukraine, ce sur quoi moi j'émets toujours des doutes parce que bon, c'est la guerre en Ukraine, elle finit par avoir bon dos. Mais simplement ce que je veux te dire, c'est que en tout cas, le coût de l'énergie baisse, c'est depuis quelques semaines, c'est récent. Donc on s'attend à ce que le prix des matériaux baisse. Maintenant, j'ai une question à te poser, qui est une question sans en être une. Est-ce que, une fois que les prix ont augmenté, tu les as déjà revus baisser significativement, et ou revenir à leur prix initial? Je ne vais pas répondre, je crois que c'est inutile. Je pense que peut-être nous connaîtrons une légère baisse, sans toutefois, à mon humble avis, que cela revienne au niveau où c'était. Pour l'autre élément, dont moi-même j'ai subi les conséquences, je veux quand même que tu saches qu'au moment où je te parle, nous avons subi, nous directement, la perte, c'est pas vraiment le terme, mais on a perdu de l'argent lié, ou en conséquence de, plutôt devrais-je dire, de deux faillites successives de deux artisans qui étaient en place depuis des années. On en a un notamment, 19 ans d'activité et qui a arrêté. Alors après, on peut trouver toutes les raisons de la terre. Moi, je ne suis pas là pour essayer de parler de choses que je ne connais pas. Mon interprétation de la situation, ou plutôt devrais-je dire, la raison qui pour moi a conduit tous ces artisans à se retrouver dans la problématique, elle est extrêmement simple. C'est, à mon sens, encore une fois, j'insiste, ça n'engage que moi, lié 100% du temps au Covid et plus précisément, devrais-je dire, à tout ce qui a été PGE, prise finalement d'argent public sous quelconque forme que ce soit, et on se retrouve après finalement la crise du Covid avec un besoin de trésorerie et ou d'un crédit pour relancer la machine et l'incapacité de le faire puisque cette ligne de crédit, elle a été allouée, affectée à finalement la survie de son entreprise. Alors bien évidemment, je ne juge pas. Je comprends très bien qu'on avait une situation exceptionnelle, bien que elle ne l'était pas tant que ça, puisque moi, pour l'avoir vécu, les artisans, et moi-même d'ailleurs, on a continué à travailler pendant le Covid. Nous, on a continué à les faire bosser, ils allaient sur les chantiers. On n'a travaillé que ceux qui voulaient bien travailler. Et bien évidemment, on en a qui n'ont pas du tout travaillé, qui n'allaient plus sur les chantiers. Donc si tu veux, ce que j'essaye moi ici de mettre sur la table et ou de te dire avec mes mots, c'est que finalement, cette situation exceptionnelle qui a conduit certains à prendre des décisions qui étaient douteuses sur le fait de 1, pas travailler, 2, prendre des crédits et ou des aides, eh bien, se sont retrouvés, une fois que tout s'est remis à la normale, plus ou moins, on va dire, puisque bon, avec la montée des prix, c'était quand même pas tout à fait normal, je sais bien le reconnaître, eh bien, se sont retrouvés dans une impasse financière, ce que je comprends aussi complètement. Finalité, conclusion, appelle ça comme tu as envie, on se retrouve donc avec une chute des ventes pour les promoteurs parce qu'ils n'arrivent pas, côté promoteur, à avoir des prix normaux, ça a fait grimper les prix. Déjà, il faut savoir, et c'est hyper important, quand tu achètes du neuf, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent pourquoi? Parce que le prix du neuf, le prix où on te vend le local, n'est jamais le prix auquel tu le revendras. Tu revendras toujours à perte. Et comme l'immobilier, l'argent se gagne à l'achat, le neuf, si tu continues de monter les prix, ça ne devient plus du tout intéressant. Le seul moyen que tu as éventuellement pour absorber ce surcoût, c'est d'aller sur un crédit plus long ou de l'absorber par le prêt. Mais là aussi, on l'a vu dans le deuxième point, les crédits se verrouillant, les règles se durcissant, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, pour être tout à fait franc avec toi, tout ça c'est une vaste mascarade. Quand on te dit que les crédits ne sont plus accordés, c'est une volonté politique. C'est lié à des changements de calcul qui sont imposés aux banques par le Haut Comité, donc le HCSF, je ne sais jamais, Haut Comité de sécurité financière, HSCF, le Haut Comité de sécurité financière qui impose un nouveau mode de calcul aux banquiers qui eux-mêmes ne peuvent plus prêter. Alors qu'avant qu'on impose ce mode de calcul, il y avait un autre mode de calcul qui fonctionnait correctement. Je veux dire, on n'est pas aux États-Unis ici, on avait un système financier qui était très sain, avec un taux d'endettement des ménages qui était relativement acceptable par rapport à la moyenne internationale. Et d'un coup, on s'est dit, non, on va durcir. Alors je te rassure,
je veux quand même le préciser, ce phénomène est déjà arrivé par le passé et je suis toujours le premier à le répéter haut et fort, ça ne durera pas éternellement, c'est normal. En tout cas, toujours est-il que, au moment où je te parle, donc les ventes dans le neuf et comme dans l'ancien se sont effondrées par rapport à un cumul d'éléments que je viens de te citer ici. Alors bien évidemment, les crédits refusés, c'est ce qui fait aussi que ça touche finalement tout le secteur généralisé de l'immobilier. Mais comme ça ne suffisait pas, il le dit lui-même, on a le locatif qui ne tourne plus. Alors ici, on va avoir l'occasion d'en parler pendant l'émission, bien évidemment. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le terme « le locatif ne tourne plus ». Le marché locatif est en train de subir, oui, le mot subir est le bon terme, c'est-à-dire qu'en gros, il est en train de se faire exploser la tête par une tension cumulée de divers éléments dont je te parle depuis un certain temps. C'est un élément que je n'avais pas vu venir, que j'ai constaté au fil du temps. C'est-à-dire qu'en gros, comme il n'y a plus d'achat et qu'il n'y a plus de mise en location, la machine ne fonctionne plus. Donc, on se retrouve avec une diminution mais drastique du parc locatif, avec une incapacité, mais littérale et totale, dans tous les sens du terme que tu veux, comment dirais-je, d'un côté des services publics à pouvoir répondre à la demande, et de l'autre côté, aux personnes qui auraient éventuellement la volonté de prendre le pas sur le service public au travers d'une proposition privée, donc en gros, toi, moi, les investisseurs, eh bien, qui n'arrivent pas, à cause des crédits, à cause d'un ensemble d'éléments, bien évidemment, à accéder à l'acquisition et à mettre les biens en location. Il y a encore un autre élément, tout ça je te l'ai déjà dit, je suis désolé pour l'instant, c'est répétitif. Il y a encore un autre élément qui vient rajouter une couche par-dessus l'ensemble des couches qui sont déjà bien pressurisantes sur ce marché, c'est le fait que la loi climat, qui rend aujourd'hui les logements impropres à la location, qui va venir transformer des logements tout à fait vivables, on ne va pas se mentir toi et moi, je veux dire, la France a pris une décision, encore une fois politique, de noter les logements, parce qu'on est un pays qui aime bien donner des notes, tu vois, on aime bien se faire chier jusqu'à la fin dans ce pays, quoi. On aime bien être emmerder les gens, tu vois, vraiment. Je t'assure que le métier d'homme politique, c'est le seul métier que tu peux exercer où tu vas rendre tout le monde mécontent, mais où tu pourras aller au bout de tes décisions, elles seront appliquées et plus personne ne pourra te blairer, mais tu seras toujours en poste. C'est vraiment, tu crées une boîte, tu sors un service qui ne plaît pas à tes clients, tu fais faillite. Tu travailles dans une entreprise, tu remplis pas ta mission, tu es viré. Je veux dire, bon, même si en France on ne peut pas te virer, mais tu comprends ce que je veux dire, ça finira mal quoi l'affaire. Mais non, homme politique, tu fais que de la merde, tu es toujours là. C'est pour ça que je les déteste. Donc si tu veux, là on a des mecs qui ont décidé que certains logements, notamment comme des logements haussmanniens à Paris, je dis ça, je dis rien, les plus beaux logements du monde, je veux dire, tout le monde vient visiter nos immeubles à Paris et nous on les rend inhabitables. Chercher l'erreur quoi, ou l'intelligence, plutôt je devrais dire chercher l'intelligence, mais bref. Donc on se retrouve à dire que il y a toute une catégorie de logements qui ne sont plus, comment dirais-je, habitables. Oui, je voudrais aussi rajouter quelque chose quand même, parce qu'il y a vraiment, pour comprendre la France, il faut comprendre la totalité du mécanisme. L'ironie avec les bâtiments haussmanniens, c'est que tu ne peux pas les rénover comme tu as envie. Moi, j'ai un bâtiment classé, tu vois, je suis en train de parler avec les bâtiments de France. Non, mais c'est un enfer le truc. Les mecs te disent non à tout et ils te proposent des solutions en te disant « Mais vous inquiétez pas, on vous donnera une dérogation. » Parce qu'à l'arrivée, on ne va pas coller à la loi, mais nous, ce qu'on veut, ça ne correspond pas à ce que la loi veut. Alors, attendez les gars, là, je ne comprends plus en fait. Il y a un mec qui dit d'aller à gauche, mais vous allez m'autoriser à aller à droite parce que vous allez me faire un papier. Non mais waouh quoi, je veux dire donnez-moi un peu quoi. Moi je prends pas de cocaïne ou de drogue ou je ne sais quoi, mais donnez-moi ce que vous prenez parce que là j'ai envie de planer avec vous les mecs. C'est incompréhensible votre bordel. Donc c'est ça le pire quoi. Je veux dire quand tu es dans des zones classées ou qui sont où on va dire que les bâtiments de France sont attentifs aux travaux de rénovation que tu vas faire ou que tu veux faire, là carrément on va t'imposer des choses qui n'ont rien à voir avec l'écologie et tout ce dont on te fait chier là. Et tu proposes des solutions. Moi, j'ai trouvé des solutions à tout, tu vois. On t'impose du bois. J'ai dit, écoutez, le bois, moi, je veux bien, mais j'ai dit, dans 6 mois, c'est pourri, il faut le refaire, quoi. Parce que les locataires, ils n'entretiennent rien dans ce pays, tu vois. Donc, j'ai dit, on peut faire ça, ça et ça. Ah non, vous comprenez, non, vraiment, c'est pas possible. J'ai dit, oui, mais vous, ce que vous me demandez, si derrière, je passe un DPE, c'est pas louable. Ah oui, mais vous inquiétez pas, on s'occupera de ça. Ok, bon. Voilà, globalement, ce que j'essaie de te montrer, c'est le marasme dans lequel on nage, quoi, tu vois. C'est tout et n'importe quoi, tout et son contraire.
Et toi, tu es là, tu dois essayer de comprendre. Et le pire, c'est que tu vois, moi je pense à un immeuble qu'on a, sur lequel pour l'instant, moi, je ne fais pas de travaux. Mais moi, j'ai des logements qui sont vides. Ça, je veux dire, j'ai un parc immobilier pour lequel, bon, je vais pas te mentir, en plus ça les a énervés quand je leur ai dit. Je leur ai dit, moi, j'ai pas besoin de le louer en fait, si vous voulez. Si ça doit rester vide, ça restera vide. C'est pas grave en fait. J'ai la chance de pouvoir parler comme ça. Je dis, mais comme je leur ai dit, c'est débile. J'allais proposer quelque chose. En plus, comme je leur ai dit, je suis enclin à proposer à la tranche de la population à laquelle vous. Enfin, je veux dire, je m'apprête à répondre à ceux qui vous arrangent en tant que mairie. C'est-à-dire que tu sais, les services publics, globalement, ils savent plus ou moins ce que le marché a besoin. C'est-à-dire qu'ils connaissent les carences locatives de leur marché. Et moi, je me suis proposé gentiment de fournir des logements qui comblaient. Alors, bien évidemment, je ne vais pas combler la demande. Je n'ai pas cette prétention. On parle de 3 logements, si tu veux tout savoir. Donc, c'est sûrement pas moi qui vais combler. Mais je pouvais fournir. En tout cas, je crois que sur les 3 logements, il y en a 2 qui rentraient pile dans le cadre de ce qui leur manque le plus sur la ville. Ben non, en fait. Apparemment, ça ne les dérange pas. Hein. Ils te disent non, les mecs. Donc, tout ça pour te dire que le marché locatif, c'est pas qu'il ne tourne plus. C'est que comme il y a ces lois climat qui font chier tous les investisseurs et tout le monde, les mecs, ils préfèrent ne pas garder les logements, ils préfèrent s'en débarrasser. Et du coup, les logements sont vendus ou sur le marché de la vente, parce qu'ils n'en veulent pas. Ils ne sont pas reloués en tout cas. Et donc, comme le titre de cette émission, c'est pas que le marché locatif ne tourne plus, c'est qu'il s'assèche. Comme si, tu vois, on n'avait plus de pluie sur le marché locatif. Il n'y a plus de biens immobiliers à louer. Conséquence, le peu de biens qui restent augmente. Alors tu vas me répondre, l'État a pensé à tout. Il a pensé au plafonnement des loyers. Sauf que là, c'est pareil. En fait, le problème du plafonnement des loyers, c'est exactement ce que dit Macron derrière. Et là, c'est là que tu vois la stupidité des gars, quoi. C'est de la stupidité à l'état pur. Il te dit, alors pourquoi Macron dit la France, c'est le paradis des investisseurs? Mais parce que je l'ai toujours dit, les mecs. La France, c'est tellement pas cher que c'est le paradis. Il n'y a pas de pays dans le monde où tu pourras acheter de l'immobilier aussi peu cher. Donc, tu as un point d'entrée. Comme tu as un point d'entrée, tu as un point d'enrichissement. Comme tu as un point d'enrichissement, si tu n'es pas trop débile, parce que bon, je ne t'insulte pas dans cette émission, on est d'accord, je présume et je suis quasiment certain que tu fais partie déjà de l'élite. Si tu es capable de m'écouter et de mettre des choses en place que je te dis, c'est certain en fait, parce que la plupart des gens, tu vois, ils vont rester sur leurs acquis. Mais comme tu as un point d'entrée, donc un point d'enrichissement, si tu n'es pas trop débile sur la gestion de l'argent, tu vas gagner plus d'argent. Si tu gagnes plus d'argent, tu vas créer des possibilités. Et si tu crées des possibilités, tu vas commencer à regarder ailleurs ce qui se fait. Et si tu commences à regarder ailleurs ce qui se fait, tu vas commencer à vraiment gagner de l'argent. Parce qu'en France, en fait, le malheur de la France, c'est que pour tous les gens qui gagnent de l'argent, ça n'est que le début de l'aventure. C'est-à-dire que la France ne peut pas être une finalité en soi. Fiscalité, mentalité, enfin bref, un ensemble d'éléments que je ne vais pas citer ici, administratif. D'ailleurs, l'ordre que je viens de te donner, c'est plutôt l'inverse. Tu vois, c'est en premier l'administratif, c'est tellement affreux l'administratif français qu'en fait, en vrai, tu finis par te barrer à cause de ça plus que d'autres choses. Ensuite, la mentalité des Français, elle est quand même relou au quotidien, hein, faut pas se mentir. Donc, ils ont quand même une mentalité particulière. Pas tous, heureusement. Hein. Je ne veux pas que vous croyiez que je suis contre vous, les gars. Moi, je vous aime, hein, j'ai pas de problème. Hein. Mais quand même, soyons honnêtes. Tu vois bien qu'on est dans un climat général négativiste, quoi. Je veux dire, on nage pas dans la joie, le bonheur, la bonne humeur, quoi. C'est pas vraiment ça, la France, quoi. Tu vois, c'est vrai, hein, regarde les gens au volant, ils parlent pas, quand ils s'engueulent pas. Parce que moi, des fois, je roule avec ma femme, on rigole pas, non. Enfin, on rigole nous, entre nous, mais je veux dire, on n'en rit pas non plus. Mais des fois, je dis, t'as vu, ils sont en train de s'engueuler en face. Ils s'engueulent grave, les mecs. Je me dis, mais ils ont pas autre chose à foutre que de s'engueuler dans leur bagnole, quoi. Bref, je juge personne en disant ça, je constate. Donc, ce que je veux te dire, c'est que on est dans un climat général, pas dans la positivité et la bienveillance, quoi, tu vois. Les mecs, c'est pas la bonne humeur, comme je viens de dire, qui les anime. Et ils ont plutôt la haine, surtout au volant. Mais je comprends encore une fois. C'est tellement dur, la France, de manière générale, que je comprends. C'est pas du tout un reproche. Bref. Je vous avais prévenu que cette émission serait digressante. Hein. La vérité, c'est qu'au final, c'est un paradis parce que c'est un paradis où tu peux commencer. Mais si tu commences à gagner de l'argent et que tu commences à mettre ton argent ailleurs, tu vas vite te rendre compte qu'il y a un décalage tellement énorme que le décalage ne vaut pas les emmerdes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et c'est vrai en fait. C'est-à-dire que après, quand tu commences à gagner de l'argent dans d'autres pays et que tu commences à te dire, mais attends, je gagne plus d'argent, je paye moins d'impôts, j'ai moins de papiers, les gens sont plus... il y a plus de répondants réactifs, j'allais dire. Ils sont plus réactifs, tu vois. Bah, tu finis par te dire, bon, je vais commencer à creuser de l'autre côté et puis je verrai, quoi. Et puis beaucoup de personnes qui sont dans ce schéma-là finissent par quitter la France, quoi. C'est pas ce que je te souhaite. Parce qu'encore une fois,
C'est le seul point sur lequel je suis d'accord qui vient d'être dit. La France, ça reste un paradis. Je te le dirai jamais assez. Tu n'auras jamais des rentabilités comme tu as en France ailleurs. Tu n'auras jamais des prix comme tu as en France ailleurs. Après, je sais bien qu'il y a une partie d'entre vous qui ont des doutes quand je dis ça, qui sont là, qui disent « ouais, c'est pas vrai, etc. » Parce que vous ne savez pas ce que je sais en fait. C'est tout. Vous ne savez pas ce que je sais. Vous ne faites pas ce que je fais. Et je vois, j'ai des clients, des élèves de mes formations qui commencent à faire ce que je fais. Et ils me disent en fait que oui, j'ai raison. Ils disent oui, c'est vrai, tu as raison. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est complètement même hallucinant parfois, je vous assure. Moi, je vois des trucs, c'est hallucinant. Et il y a un fossé qui est en train de se créer, comme toujours. Il a toujours été de ce fossé. Il y a ceux qui sont passés à l'action, qui continuent et qui continueront. Et il y a ceux qui réfléchissent. Malheureusement, la réflexion ne fait pas gagner de pognon. Donc, les 4 points, je te les résume et on les revoit ensemble. Chute des ventes, neuf et ancien. Je t'ai expliqué pourquoi. Crédit refusé, lié avec la première raison, mais on va dire voilà, qui vient créer une distorsion encore pire. Puis en plus de tout ça, donc le parc locatif qui est en complète tension. Alors moi je le répète toujours cet exemple juste pour étayer. J'ai un logement qui a pris quasiment plus de 200 € d'augmentation sur le locatif, injustifié. Hein, je te le dis comme je le pense, c'est-à-dire que ces 200 € que j'ai pris au changement de locataire était absolument pas justifié. Le logement n'a rien eu de plus ou de moins. C'est 200 balles. Moi, je les ai pris. Hein, et je pense même que j'aurais pu le louer plus cher. Si j'avais joué, j'ai même pas cherché. Tu vois, ça me convient très bien. Ça a augmenté ma rentabilité de base puisque je l'ai acheté il y a longtemps. Donc, si tu veux, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Nickel, bravo, merci. Serrons-nous la main et continuons à avancer. Tu vois. Donc, injustifié cette augmentation. Mais comme il y a moins de biens sur le marché, bah, les prix montent. Voilà. Et alors, oui, bon, contrôle des loyers, permis de louer, enfin bref. Une réglementation qui est en train de s'endurcir, qui va générer des conséquences, et bien évidemment un président qui dit que c'est le paradis. Bon voilà, il n'a pas tort dans un sens, mais quand tu fais tout pour transformer le paradis en enfer, je pense que, comment je vais dire, la finalité risque peut-être de finir en mauvaise surprise. Et je dis ça, je dis rien, je pense que c'est déjà en train de tourner au vinaigre. Pas pour tout le monde, parce que c'est ça le pire dans cette affaire, c'est que ceux comme moi qui sont rentrés au bon moment, nous... l'affaire, elle est faite. Je veux dire, quand tu as acheté il y a 10 ou 15 ans et que, en gros, tu as acheté aux anciens prix, même avec le plafonnement des loyers, je vais pas te mentir, j'ai coupé là, mais j'ai passé un long moment pour trouver le mot, j'ai eu un égarement psychologique. Même avec le plafonnement des loyers, bah, tu t'y retrouves en fait. Donc, bon, tu vois ce que je veux dire? Et au final, bah, on est encore une fois en train de créer artificiellement une différence entre les gens. En gros, ceux qui seront passés à l'action il y a quelques années en arrière et ceux qui passent à l'action maintenant. Maintenant, je te rassure, mais vraiment, je te rassure, c'est toujours possible de gagner de l'argent en immobilier. C'est toujours possible de faire d'excellentes affaires. C'est toujours possible de vivre le paradis et de venir me rejoindre dans les nuages. En colère, disons que ça fait effectivement 35 ans que j'en vends, hein, comme dirait l'autre. J'ai démarré l'immobilier en 87. Et là, on va manifestement, enfin je suis pas le seul à le dire, malheureusement, on va vers un assèchement du parc locatif comme on n'a jamais vu. Hein, même le ministre du Logement, le ministre Klein, parle de véritable potentiel bombe sociale. Alors, il y a un assèchement qui est subi, bien sûr, ça tout le monde a constaté avec l'inflation et la hausse des taux. Bon, bah là, on a effectivement, notamment avec la hausse des taux, bah on a moins d'investisseurs qui peuvent se positionner sur l'investissement locatif. Mais on a, et là c'est quand même beaucoup plus embêtant, on a un assèchement du parc locatif qui est créé par les pouvoirs publics, avec notamment le HCSF, bon, vous connaissez le Haut Comité de Stabilité Financière, qui a tué l'offre investisseur, puisque les deux sacrifiés du HCSF sont d'abord les investisseurs, notamment avec la disparition du reste à vivre, hein, qui fait que voilà, si vous gagnez 2 000 €, 20 000 €, vous avez le même taux d'endettement maximum. Ce qui est stupide, enfin toutes les banques effectivement françaises qui n'ont jamais déconné avec le financement, qui ont toujours été extrêmement prudentes, n'avaient pas besoin de ces normes. Mais Stéphane Descartier, pardon, je vous interromps. Mais oui. Qui est responsable de cette situation? On est sur Sud Radio, on parle vrai. C'est qui? C'est le gouvernement? C'est les acteurs? C'est un ensemble de paramètres? Écoutez, bon, Sud Radio, parlons vrai. Le HCSF, c'est l'État. C'est Bercy et la Banque de France. Donc c'est Bercy. Qu'est-ce que vous voulez faire plus l'État que ça? C'est Bruno Le Maire qu'il faut interpeller sur le sujet? Alors j'ai cru comprendre que Bruno Le Maire n'était pas d'accord avec le gouverneur de la Banque de France. Donc il y a des tensions. Ouais. On verra si c'est la Banque de France qui définit la politique du logement en France. Ouais. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on constate, nous, du côté investisseur, c'est qu'on a perdu avec ces normes, notamment la disparition du reste à vivre, on a perdu à peu près 40% des investisseurs. Alors le reste à vivre, c'est effectivement une méthode de calcul, c'est ce que je te disais tout à l'heure rapidement. Ils ont changé la manière de calculer
enfin d'imposer, pardon, ils ont, en fait, tu as la police des banques, je schématise, hein, qui a changé les règles qu'ils imposent, enfin non, qui a imposé plutôt de nouvelles règles aux banquiers. Alors, la première que tu pourrais te poser, c'est pourquoi il y a eu ce changement. Alors, le pourquoi, tous ceux qui me suivent assidûment le savaient déjà, je vous en avais parlé. En fait, je suis assez content parce qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent avec mes théories économiques pourries. Mais en attendant, pour l'instant, ceux qui me suivent, si vous m'avez suivi, vous gagnez de l'argent, normalement. Parce que j'avais fait quoi? Je vous rappelle, j'avais fait quoi juste après le Covid? J'avais fait, et je vous invite, j'arrête pas de vous inviter à la réécouter cette émission. J'avais fait une trilogie sur les faillites. Et je vous avais dit, les gars, après le Covid, il va y avoir une vague de faillites. Et bien évidemment, on s'est pris quoi? Une vague de faillites. Voilà, je veux dire, c'était téléphoné l'affaire. Encore une fois, je veux pas faire genre, je suis pas Madame Irma. Je me tromperai forcément dans mes prédictions. Et encore, je fais pas de prédictions. Je fais pas de prédictions. Je vais être franc avec vous. Je pense que globalement, les cycles économiques sont très similaires les uns des autres. Que généralement, je vais dire ça comme ça, les signaux que j'attends sont toujours les mêmes et viennent toujours des mêmes sources et se ressemblent. Et après, bien évidemment, ils ont des différences. C'est-à-dire que, en gros, il y a des différences dans les signaux. Pourquoi? Parce que, en gros, chaque cycle admet les mêmes schémas, mais les schémas changent parce que un coup, tu vas avoir un schéma qui va venir de l'immobilier, un coup, tu as un schéma qui va venir de la bourse, un coup, tu as un schéma qui va venir de la crypto-monnaie. Ce que j'essaye de te dire, c'est que, globalement, on a toujours une situation plus ou moins identique qui se reproduit avec des événements eux aussi qui se reproduisent mais qui proviennent de domaines financiers différents. Donc, je n'invente rien en fait. Je me réfère aux crises que j'ai déjà vécues. Donc moi là, celle qui m'a le plus marqué, c'est celle de 2008. Et je prends comme acquis ou comme base de croyance, appelle ça comme tu as envie, comme croyance d'ailleurs, c'est une croyance parce que j'ai raison jusqu'à ce que j'ai tort. Hein. Je prends comme base de croyance le fait que globalement, ça va se reproduire pas de la même manière. C'est-à-dire que les acteurs vont changer, les faillites, les conséquences vont être légèrement différentes puisqu'elles vont forcément, quand tu as une plateforme comme FTX qui fait faillite, l'immobilier n'est pas touché directement, mais l'économie est touchée directement. Quand tu as, comme dans les années 2000, le crack de l'Internet, l'immobilier n'est pas touché directement, mais l'économie est touchée. Donc ce que tu dois comprendre, c'est ça, c'est que la source du séisme, elle est à chaque fois différente, mais le résultat est que ça touche l'économie en général. Donc si tu veux, moi je prends cette espèce de modèle d'étapes qui se succèdent. Encore une fois, voilà, c'est pas une science exacte. Ça ne se passe jamais dans le même timing. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui se reproduit finalement, ce sont certains événements dans un certain cadre. Mais là, c'était téléphoné qu'on allait avoir une vague de faillite. On ne peut pas donner des PGE, donner de l'argent à des sociétés qui étaient déjà en train de mourir en croyant que le truc va revivre. Alors je dis pas, peut-être que sur 100 entreprises, il y en a 2 qui en sont réellement sortis. Allez, 10 parce que je suis sympa. Mais il y en a 90 qui sont au sol, éclatés au sol au moment où je parle. Et c'était téléphoné. Et j'avais fait toute une émission sur les faillites. Et donc là, quand il dit, oui, le HCSF impose des règles, pourquoi? Parce qu'ils réagissent à ce qu'eux-mêmes savaient déjà. Ils savaient qu'on allait prendre le bouillon. Et c'est pareil, tous ces PGE garantis soi-disant par l'État, l'État savait très bien qu'il ne reverrait pas la couleur de l'argent. Je ne peux pas croire qu'ils pensaient une seule seconde que l'argent leur reviendrait. Par contre, ce qui me fait mourir de rire, c'est quand il dit oui, et c'est vrai, je suis d'accord avec lui, le sous-entendu de Bruno Le Maire en mode c'est pas moi qui décide, c'est pas le président, c'est le gouverneur de la Banque de France. Mais arrêtons la blague. Alors déjà, premièrement, le gouverneur, il y a 90% de chances que tu sois issu de la même formation que lui. Pire encore, que tu viennes de la même classe que lui, donc genre tu parles pas avec, tu sais pas qui c'est. Et cerise sur le gâteau, moi je ne comprends pas. On est en Europe. Enfin, je veux dire, c'est qui a réellement la souveraineté sur tout ça? Expliquez-moi, messieurs, s'il vous plaît. C'est ironique, hein, personne ne m'explique rien. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est finalement le côté fantoche de la chose, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le... Voilà, j'entends. Il a raison de
remettre un petit peu entre guillemets les pendules à l'heure pour dire ceci, enfin voilà, la cause c'est le HCSF, etc. Il a raison de le faire, mais c'est une vaste blague. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une volonté politique derrière tout ça, une volonté qui émane, j'ai envie de te dire, du petit roi qui nous dirige. J'ai rien contre lui, enfin je les aime pas, tu le sais, mais tu comprends ce que je veux dire. Là dans cette émission, il n'y a pas d'animosité dans ma bouche, simplement tout ça c'était orchestré jusqu'à un point. Et pourquoi je pense qu'il y a une volonté de faire baisser les prix de l'immobilier, parce que de toute façon, avec un SMIC, encore une fois, 1300 balles, on ne peut pas laisser l'immobilier s'emballer. Et le paradoxe, c'est que tu ne peux pas empêcher les étrangers de venir acheter. Donc on fait comment en fait? On fait comment? Comment fait-on pour, d'un côté, enrichir la population en continuant de leur prendre 60% d'impôts? Et comment fait-on pour faire en sorte que l'immobilier ne devienne pas intouchable, parce que ça reste quand même la priorité des Français, et que, bien que je disais tout à l'heure que nos hommes politiques peuvent ne pas satisfaire les Français et continuer de professer, je pense qu'ils peuvent ne pas les satisfaire jusqu'à un certain point. J'espère qu'ils auront au moins conscience de ça. Sinon bon, je sais pas sinon quoi, mais je veux dire, ça serait quand même grave s'ils ne le prenaient pas en considération. Donc je pense que la question que je pose ici ouvertement avec un peu d'ironie, c'est la question qui se pose. C'est ok, il faut qu'on maintienne les prix de l'immobilier relativement bas pour que les Français puissent acheter, tout en empêchant les étrangers d'acheter, ce qui à mon avis est impossible, mais bon, on va imaginer ça comme ça. Et d'un autre côté, on se dit, bon, ben, il y a quand même une galère, quelque part sur le mécanisme global de l'immobilier, parce que tout ce qu'on vient de mettre en place, et je te le dis comme je le pense, l'État a déjà commencé à perdre de l'argent. Parce que quand un mec comme lui t'explique que globalement 40% des investisseurs ont été écartés du marché, ça veut dire 40% de transactions en moins sur ce marché-là à lui seul, qui pèse des millions par jour. Oui, tu as bien entendu, on parle de millions d'euros journaliers pour l'État. Parce que comment ça fonctionne pour l'État? L'État collecte au travers des notaires le produit des ventes immobilières. Tous les jours, les notaires, ils font des virements à l'État de sommes que tu n'imagines même pas dans tes rêves les plus fous, et l'État, il encaisse. Boum, boum, boum. Lui, c'est journalier. Toi, tous les jours, ça rentre. Bababam, 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 ding, 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 ding. Donc, quand tu décides, peu importe la raison, je ne vais pas encore jouer la comédie, mais quand tu décides, pour je ne sais quelle raison, de te fermer à... Parce que moi, je pense qu'ils ont évincé du marché. Je ne parle pas que des investisseurs, là. Je parle du marché global. Je pense que tu as bien 50% des gens qui sont hors marché immobilier. Tu te tires une balle dans le pied en éliminant 50% des recettes issues de l'immobilier journalièrement. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner colossal pour l'État. Et ce manque à gagner, il va se ressentir encore une fois d'une manière ou d'une autre. L'État ne perd jamais d'argent. Enfin, l'État cherche l'équilibre. Il ne cherche pas ni à gagner ni à perdre. Normalement, il est censé chercher l'équilibre. Bref, on est pour moi face à une situation qui ne peut être que provisoire. Comme je l'ai déjà vécu et je le répète depuis longtemps, cette situation ne peut être que provisoire. Mais surtout, non seulement elle ne peut être que provisoire, mais en plus, elle représente une perte trop importante pour l'État qui ne peut pas s'asseoir dans la situation dans laquelle on se trouve sur pareil montant. Et sur le neuf, c'est pire, parce que là, on est à moins 50%. Donc, c'est peut-être le paradis, mais enfin, il y a de moins en moins de gens qui veulent y aller au paradis. Alors, justement. Et là, je suis obligé de réagir avant que ça continue. Je suis vraiment désolé. Moins 50% de ventes sur le neuf. Je ne vais pas faire une prédiction. Je vais juste faire un calcul avec toi, mais très rapide, d'accord? Sachant que l'État français, ou plutôt qu'en France, tu payes 60,4% d'impôts quoi que tu fasses. C'est-à-dire que quand tu prends n'importe quel contribuable, que tu additionnes tout ce que nous payons tous, parfois il y en a certains qui payent plus, parce qu'en fonction de ta tranche d'impôt, ça peut aller au-delà. Mais globalement, prends n'importe quel contribuable qui paye des impôts, sachant aussi que dans ce pays, il y a quand même que 18 millions de personnes qui payent des impôts sur 67 millions. Mais on ne va pas non plus parler de ça, mais tu m'as compris. Donc il y a un tiers, tu prends un tiers de la population, un tiers de la population qui paye des impôts, on paye 60,4% d'impôts, d'accord? Maintenant, tu prends une entreprise qui paye des montants de fiscalité à peu près équivalents au global. J'aimerais que tu te poses la question suivante. Tu fais un chiffre d'affaires de X, tu construis ta boîte autour de ce chiffre d'affaires. Et puis, sur une année, par rapport à des décisions politiques, comme tu es en train de le comprendre, tes ventes chutent de moins 50%. Et on te prélève 60% d'impôts. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Tu fais, en résultat, moins 10%. Si tu fais moins 10% sur des millions, tu fais quoi? Tu fais faillite. Alors, c'est pas vrai, parce que too big to fail, je sais que certains vont me dire, oui, mais les gros promoteurs, ils ont beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais est-ce que tu penses que, suite à une décision politique, tu tapes un moins 10% de rendement sur une année, c'est acceptable? Alors que toi, dans cette affaire, tu n'as rien à voir.
Tu as juste voté pour un type et il te l'a mis à l'envers. Enfin, bon, de toute façon, en France, c'est ça. Le concept des votes en France, c'est ça. C'est vote pour quelqu'un, qui tu veux, hein, et il te la mettra à l'envers. Sympa, hein, ça donne envie d'aller voter. Bref, tu comprends ce que j'essaye de te dire là? Ce que j'essaye de te dire, aussi simple que ça, c'est que là, il vient de dire quelques mots pour les personnes qui comprennent ce que ça signifie. D'abord, déjà, tous les petits promoteurs, il y en a qui sont en danger, il faut le savoir. Hein. On croit que les promoteurs gagnent bien leur vie, mais ils sont en danger. Il faut savoir aussi que ça, c'est quand même, comment je dirais, la France, ça c'est quand même, d'année en année, ça se complexifie de plus en plus. Ça devient, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un enfer administratif. Donc ça veut dire que non seulement le métier devient plus... Les métiers, d'ailleurs, je dis parce que moi je parle de l'immobilier, mais les métiers deviennent de plus en plus durs à être exercés parce qu'ils se complexifient, parce qu'on nous rajoute des couches de complexité à tel point d'ailleurs qu'on n'y comprend plus rien. Hein. Bon, comme je disais tout à l'heure, tu vois, par exemple, le coût de leur rénovation, avec d'un côté les ABF qui me disent un truc et de l'autre côté l'État qui m'en demande un autre, à la fin, tu sais plus qui tu dois écouter, quoi. Tu te dis, bon, c'est qui dirige, quoi. C'est pas très clair pour moi, quoi. Donc, d'un côté, ça se complexifie, mais de l'autre, en plus, on te fait chuter les ventes juste de manière politique. On décide qu'on ne prête plus à 50% de la population. Donc, tu vois, on se retrouve dans une situation extrêmement complexe à gérer. Non seulement elle est complexe, mais en plus le pire, et ça je veux que tu l'entendes, que t'aimes ou pas l'immobilier, j'en ai rien à foutre, je sais pas pourquoi tu m'écoutes, mais qu'on aime ou pas l'immobilier, tout ça, ça va avoir des conséquences générales. Parce que le roi, là, Jean-François Macron, là, il est là, il nous dit oui, l'immobilier, c'est de l'argent immobilisé. Je comprends hein, sa théorie financière, je la comprends, c'est une théorie, je suis ok. Mais il y a quand même des contre-théories, quoi. Un mec qui achète de l'immobilier, premièrement, il fait un investisseur, parce que moi je défends les investisseurs, il ne va pas faire de l'évasion fiscale. Vous savez que je vous le répète à chaque fois, mais c'est la réalité. Deuxièmement, là, on va en parler dans un instant, il va parler des gens qui achètent. Quand tu achètes des biens immobiliers, tu as des dépenses. Et les dépenses, n'en déplaise à Jean-François, c'est de l'économie réelle. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est dépensé dans les magasins. Moi, quand j'achète des biens, même pour louer, j'ai des travaux, très très souvent. Donc je le dépense où cet argent? Je ne le dépense pas en Ouzbékistan ou je ne sais pas où. Hein. C'est bien en France que je dépense. Hein. Je ne prends pas ma voiture pour aller acheter des matériaux à l'autre bout de l'Europe, quoi. Tu vois? Je vais en France parce que c'est plus rapide et c'est plus... Enfin, c'est censé l'être. Donc si tu veux, là, ce qui est en train de se passer, à mon sens, c'est absolument pas ce dont a besoin la France. Moi, je crois en l'économie. Je crois que quand l'économie circule, tout le monde gagne de l'argent. Et je crois que quand l'économie est grippée, tout le monde perd de l'argent. Donc là, plus de ventes immobilières, ben, moins d'argent pour tout le monde. Donc, premier sacrifié, oui. Donc les investisseurs. Oui. Donc il y a beaucoup moins d'investisseurs. Et deuxième sacrifié, mais le tout est lié. Deuxième sacrifié par le HCSF, c'est les primo-accédants. Puisque les primo-accédants, donc les jeunes qui veulent acheter pour y vivre, là cette fois-ci, on leur demande de l'apport et de l'épargne de précaution. Double peine. Non mais, enfin, je sais pas. C'est ça. Enfin, Thomas, quand vous étiez jeune, vous aviez de l'apport, vous aviez de l'épargne de précaution. Non, pas forcément. Mais bien sûr que non. Mais enfin, c'est absurde. Donc, effectivement, mais ce qui se passe, c'est que les primo-accédants ne peuvent pas acheter leur logement, ne peuvent pas devenir propriétaires. Donc, ils restent locataires. Et voyez le problème. Donc, il y a plus d'investisseurs. Il y a les locataires qui devenaient propriétaires ne le deviennent plus. Donc, ils ne libèrent pas leur logement. Et troisième cause qui est aussi, que tout le monde a bien compris, c'est effectivement les passoires thermiques. Et là, on parle de 5 millions de logements, mais 5 millions à terme. Mais dès cette année, depuis le 1er janvier, tous les G-, c'est-à-dire à plus de 450 kWh par mètre carré par an, sont exclus. Et par exemple, moi qui suis très actif sur le marché parisien, lyonnais, marseillais, quasiment 80-90% des derniers étages d'immeubles haussmanniens avec toit zinc sont exclus. Aujourd'hui. Ça veut dire quoi, Stéphane Descartier? Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une situation où il n'y aura pas de logement loué? Non, mais on a ces trois raisons. Plus d'investisseurs, les primo-accédants qui ne libèrent pas leur logement, les passoires thermiques. Déjà, une de ces trois raisons, sur un marché en forte tension, aurait créé un déséquilibre très important. Alors, les trois réunis, là, c'est même plus une hypothèse, la Vous banque êtes d'accord, sociale. Stéphane Descartier? On y va tout droit. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui a 35 ans, bientôt 40 ans de bouteille. Donc encore un plus vieux dinosaure que moi. Moi, je suis un dinosaure déjà à 20 ans. Alors, je suis un jeune dinosaure. Mais là, on a un vrai dinosaure que j'apprécie fortement et qui, voilà, il le dit là, on a tellement de facteurs accumulés. Il n'en cite que 3, mais dans cette émission, tu les auras vraiment tous eus. Tous les facteurs s'accumulent pour
bien comprendre que là, l'immobilier, il va prendre un shoot. Il va prendre un énorme shoot. Alors, attention, on va pas se mentir. Moi, j'ai connu des shoots immobiliers. J'en ai connu. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, mais tu sais, entre 2012 et 2014-15, là, il y a eu un shoot. Hein. Après, on exclut, comme il l'a dit, Paris, Marseille, Lyon, qui jusqu'à maintenant ont toujours été préservés. Mais là, avec ce qui est en train de se passer, c'est la première fois que tout va shooter. Et donc, c'est hyper intéressant. Pourquoi c'est hyper intéressant? D'abord, premièrement, parce que des opportunités vont se créer. C'est une certitude. On peut toujours voir ça du côté négativiste, mais il y a un côté positif. Deuxièmement, il a complètement raison. Il y a un détail qui a été complètement éludé ici, c'est que malgré tout, il y a à l'heure actuelle un petit groupe d'investisseurs qui continuent à agir. Il y a à l'heure actuelle des personnes qui sont toujours actives. Pourquoi je te parle comme ça? Parce que figure-toi qu'à la précédente crise, en 2008, qui était une crise immobilière, je l'ai vécue. Et je l'ai d'autant plus mal vécu que moi, je fréquente ces investisseurs-là et que je voyais bien que eux arrivaient à continuer d'acheter et que moi, pendant ce temps-là, j'étais complètement bloqué et j'étais frustré parce que je les voyais faire des affaires. Je vais même te dire que pendant cette phase, pendant laquelle une partie ne pouvait plus acheter, tandis qu'une minorité se gavait. Et moi, je fulminais dans mon coin parce que je les voyais, ils signaient compromis sur compromis sur compromis, tellement il y avait d'affaires, ils verrouillaient tout et ils prenaient que les mieux et ils laissaient tomber finalement que ce qui ne les intéressait pas. Alors déjà, là, je viens de te donner une astuce, mais de malade mental, qui est une réalité que tu vas vivre dans les années qui arrivent. Tu vas vivre des compromis signés où l'agence ou le vendeur va te dire « mon acquéreur s'est rétracté ». Pourquoi? Alors soit il ne le saura pas, soit il ne voudra pas te le dire. La vérité, c'est qu'en fait, il est en face d'une personne qui peut encore acheter et que comme elle peut encore acheter, elle se réserve le droit de prendre entre guillemets ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Donc ça, tu ne l'empêcheras pas. Et je veux que tu l'entendes de ma bouche, là au moment où je parle. Je suis déjà en train de le vivre et en ce qui me concerne, je continue d'acheter et je vais continuer d'acheter. Parce que le marché là, il est baissier, il a déjà baissé, il est haussier sur les loyers, baissier sur les prix. Donc déjà, ceux qui peuvent acheter, c'est gavage. C'est gavage, je te le dis. Et en plus, comme il l'a dit, comme les primo-accédants ne peuvent plus acheter, on n'est pas sur un marché où il faut vendre. On est sur un marché où il faut pouvoir conserver. Très très particulier comme marché, mais néanmoins très 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 intéressant. Parce que si tu en comprends la structure et que tu as la capacité à rentrer dans ce marché et à y faire des affaires, et à bien faire les affaires, c'est-à-dire à les faire comme il se doit, c'est-à-dire j'achète et je garde, pour une durée relativement longue certes, mais pour une durée en tout cas qui sera ce qu'elle sera, et je te le dis comme je le pense, tu vas encore faire partie de ceux qui vont se gaver. Alors, je veux qu'on soit franc avec toi. J'achète, chaque année j'achète. J'achète tous les ans. J'ai toujours acheté tous les ans, j'achète. Et en achetant tous les ans comme je le fais moi, je veux que tu l'entendes, il y a toujours des affaires. En permanence, tout le temps, des bonnes affaires à faire, il y en a. Par contre, c'est certain que, là, il te faut être en capacité d'acheter, et 2, c'est aussi au moins important, en capacité de comprendre tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que là, il faut acheter pour ne pas vendre. Tu ne peux pas revendre de suite. En tout cas, si tu dois revendre rapidement, ça n'est pas le bon mouvement. Alors ça peut l'être, parce que tu vois, moi j'ai acheté je suis en train d'acheter et j'ai acheté des biens qui sont, je dirais, sur lesquels je peux réaliser une plus-value, mais je réaliserai, si je les vends maintenant, une plus-value beaucoup moins intéressante que si je suis capable de les vendre dans quelques années. Il y a un autre élément maintenant que je veux te donner qui est extrêmement important, c'est que cette analyse qu'il est en train de faire et que j'ai faite depuis un moment sur la situation générale de l'immobilier, elle est connue de nos dirigeants. Au moment où j'enregistre cette émission, j'ai une information dont je vais parler en live très prochainement, enfin pour tout te dire entre midi et 2. Donc quand tu auras écouté ce podcast, il y a des chances que tu auras eu l'information, mais je te la délivre quand même au travers du podcast. Il va y avoir dans les jours qui arrivent une réunion du HCSF pour peut-être, alors je dis bien peut-être parce que c'est ce qui va se décider pendant la réunion, revenir en arrière, en tout cas changer le calcul des banques, les règles de calcul des banques pour revenir sur un système, sur le système qu'on avait avant, parce que, comme tu le comprends, le premier pour l'instant à payer la note de son ingérence ou de ses mauvais choix politiques, c'est l'État. Alors certes, nous, on en paye aussi la facture parce que du coup, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, mais l'État, au moment où je te parle,
paye une facture encore plus salée que la nôtre, puisque l'État actuellement n'encaisse plus les émoluments, en tout cas la partie qu'il encaisse sur les ventes lorsque tu vas signer chez le notaire. Et je te le répète parce que c'est des millions et des millions d'euros journaliers qu'il encaisse, on parle de gros sous. Donc si tu veux, l'État n'aime pas perdre d'argent. Et donc ça, c'est, on va dire entre guillemets, l'avantage, ou plutôt la chance que nous avons, c'est que cette situation ne pourra pas continuer. Parce qu'aujourd'hui, les banques n'arrivent plus à prêter à personne et qu'elles-mêmes ont des enveloppes qu'elles doivent délivrer. Donc il y a un moment donné, comme je te dis, l'économie, elle est grippée, quoi. Ça ne marche plus. Donc, j'ai un message pour les primo-accédants, qui est un message qui, je pense, aura la valeur qu'il aura. C'est que c'est peut-être pas le moment d'acheter sa résidence principale, c'est peut-être le moment d'investir. Parce que là, malgré tout, je pense pas que immédiatement la situation pour les RP, pour les résidences principales, pour les maisons, quoi, s'améliore tout de suite. C'est-à-dire que je pense malgré tout qu'il va y avoir un temps de latence, un décalage, appelle ça comme tu as envie un peu. En tout cas, il va y avoir un flottement, si jamais, parce que attention, hein, au moment où j'enregistre l'émission, je ne sais pas ce qu'ils vont voter par rapport au calcul. Mais ce que moi j'essaye de te dire, c'est qu'il va quand même y avoir un flottement sur donc, cette méthode de calcul, et qu'en attendant que le flottement soit passé, ou en tout cas que ça revienne, que l'on puisse à nouveau emprunter comme avant, je pense que là, il y a une fenêtre de tir pour tous les primo-accédants pour réaliser un petit achat locatif. Je pense en tout cas que la première retombée directe que l'on va avoir sur, j'ai envie de dire, le marché immobilier, elle touchera d'abord les investisseurs. Alors, c'est une bonne nouvelle pour toi si tu m'écoutes et que tu es un investisseur, et c'est une bonne nouvelle pour toi si tu m'écoutes et que tu es un primo-accédant qui est prêt à accepter d'attendre un peu pour acheter sa RP et qui est prêt donc à acheter peut-être un investissement locatif avant d'acheter sa résidence principale. Voilà. Après, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je vois les choses se profiler de cette manière. Je pense que là, ils vont en urgence débloquer la situation des investisseurs. Parce qu'en France, l'État n'arrive pas déjà naturellement dans les règles courantes à respecter ses engagements en termes de logement. On est en déficit total depuis des années sur la construction de logements sociaux, sur la construction de logements en général. Et donc malheureusement, il n'est pas capable de jouer ce rôle et il a besoin des investisseurs privés pour venir compenser sa carence à ce niveau-là. Par contre, il y a un élément que je ne maîtrise pas qui va continuer d'œuvrer sur le marché et de faire un travail négatif sur les prix de vente et positif sur les prix locatifs. C'est exactement ce qu'il a dit, c'est les logements en dernier étage avec toiture zinguée ou en tout cas mauvaise isolation qui eux, de par leur nature, de par leur emplacement dans les immeubles, vont subir de plein fouet les DPE, les normes, etc. et vont devenir de facto des logements difficilement exploitables en tant qu'investisseurs et en fonction de la loi aussi qu'ils vont faire passer sur les résidences principales, difficilement achetable pour une RP, parce que je te rappelle que là, pour l'instant, quand tu achètes ta RP, si tu achètes une passoire thermique, en soi, tu n'as pas de conséquences directes de vivre dans une passoire thermique, mais ils veulent aussi remédier à ça, parce qu'ils se sont dit, mais en fait, la loi, elle sert à rien, parce que c'est une réalité, hein. Tu achètes une passoire thermique, tu habites à l'intérieur, et puis la passoire thermique, elle est habitable, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences pour la passoire thermique si tu vis à l'intérieur, qu'elle soit, que le logement soit une passoire thermique. Donc j'ai envie de te dire, tu vois, la loi elle sert à rien. Donc là ils veulent remédier à ça. Alors je ne vais pas te dire ce qu'ils veulent faire parce que je ne le sais pas moi-même, mais ils veulent faire en sorte que si tu achètes une passoire thermique pour vivre à l'intérieur, ça ait des conséquences directes sur ta vie à l'intérieur de la passoire thermique. J'avoue qu'on vit une époque extrêmement intéressante parce qu'encore une fois, la France n'est pas un pays isolé comme elle l'était autrefois. Les gens peuvent se barrer, peuvent aller vivre ailleurs. Ils voient très bien ce qui se passe dans les autres pays. Et je pense qu'ils risquent de dégoûter les Français de leur propre pays à force. Moi, c'est ce que je crains. Hein. Moi, quand je vois toutes les lois qui font passer, et puis je ne m'en suis jamais caché, nous, on arrive au terme de notre aventure d'investisseurs locatifs français. On va lancer une nouvelle aventure d'investisseurs locatifs international parce que je considère que voilà, j'ai un peu envie de voir comment ça se passe ailleurs. Mais mets-toi 2 secondes à la place d'un investisseur comme moi qui a le patrimoine qu'il a, qui se rend compte que peut-être à l'étranger, il n'y a pas toutes les normes qu'on a, qu'il n'y aura pas tout l'administratif qu'on a, qu'il n'y aura pas tous les impôts qu'on a parce qu'on ne va pas se cacher derrière un petit doigt, ça c'est une réalité, qu'il n'y aura pas comment dirais-je, le juridique contre lui, parce qu'en France, quand tu es propriétaire, tu es méchant, donc on est contre toi. Il y a des pays où
Il y a des pays où on éjecte les mauvais payeurs en 15 jours. Faut quand même le savoir. C'est propre à la France de les garder pendant la trêve hivernale. Et plus encore. Donc, je ne vais pas te faire ici toute la liste, mais je veux dire, il y a des investisseurs qui, à force, vont commencer à se dire, bon, je vais voir ailleurs. Si l'herbe est plus verte ailleurs, ils vont se dire, bon, attends, mais c'est carrément le Pérou là-bas, ou plutôt, c'est carrément mieux que la France. Donc, je me libère de la France et je me transvase dans le nouveau pays. Et je ne suis pas certain que ce soit la bonne stratégie. Là, la réunion, elle a lieu dans quelques jours, une dizaine de jours. Elle va avoir l'impact qu'elle aura. Je maintiens un élément que je veux répéter qui fait que malgré tout, c'est la seule chose que tu ne trouveras nulle part ailleurs. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. C'est le prix d'entrée qui est extrêmement bas en France dans certains endroits, qui n'est pas reproductible ailleurs, puisque ailleurs, le prix des maisons, le prix des logements est beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup plus élevé. On est vraiment dans le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, la classe moyenne de certains pays, elle a des moyens équivalents à des riches pour les Français. C'est-à-dire que quand tu prends un Français dans la rue, tu lui dis c'est quoi un riche? Pour un Français, un riche, c'est un mec qui gagne entre 5 et 10 000 euros par mois, d'accord? Les moyennes d'un mec qui a 5 à 10 000 euros par mois, à l'étranger, c'est même pas un riche, quoi. Les gens riches à l'étranger, ils gagnent des fois 30, 40, 50 000 euros par mois. Et ils ont des maisons à 3-4 millions d'euros. Ce qui, pour nous, en France, sont des super riches. Ce que j'essaye de te dire, c'est que l'échelle des valeurs est complètement déréglée dans ce pays. Parce qu'on n'a plus aucune conscience de l'argent, quoi, au final. Dans le monde, je parle. Donc bref, moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Je m'égare totalement, mais je te l'avais dit que ça serait une émission un petit peu où j'allais me laisser divaguer. En tout cas, là, on est dans un carrefour. Il va y avoir le changement qui va se mettre en place, mais indépendamment que la HCSF remette ou pas les calculs, je te mets à l'aise, ça ne va rien changer à la situation générale dans laquelle on se trouve. Et comme il l'a dit, le fait qu'il y ait tous ces facteurs accumulés, ça va générer une situation que nous ne connaissons pas sur l'immobilier, qui va être extrêmement intéressante, mais surtout qui va avoir des conséquences qui, à mon avis, vont générer encore plus d'opportunités. Et j'espère que tu seras capable de les saisir. Vous êtes d'accord pour dire que, de toute façon, le calendrier, on a interrogé la semaine dernière Michael Nogal sur les passoires thermiques et justement le calendrier qui n'est pas tenable, toute la profession le reconnaît. Vous le reconnaissez aussi vous-même. On ne peut pas rénover dans les délais imposés par le gouvernement. Mais c'est même pas un problème d'argent, c'est un problème d'artisan. Oui, il n'y a pas d'artisan, il n'y a pas de matériaux. Les artisans ne sont pas, aujourd'hui, quand on parle d'artisans, essayez de trouver un artisan RGE en Bretagne, en Corse, il y a un article qui est paru, c'est réglementé, garanti par l'État, que les travaux soient bien faits, etc. Moi, je vis dans le Loir-et-Cher. Ça fait 5 ans que je recherche un plombier. Voilà, 5 ans. Et je n'en trouve pas. Donc, on est d'accord, le calendrier n'est pas tenable. N'est pas tenable. Pas pour des problèmes de moyens, pour des problèmes d'artisans qui ne sont pas là. Et cet élément-là est une triste réalité à laquelle moi aussi je suis confronté. On a d'énormes disparités. Alors nous, on gère un gros territoire. Je pense que tu le sais. Enfin, gros territoire, j'exagère un peu. On a un territoire élargi, je vais dire ça comme ça. Et je vois très clairement les différences au niveau des artisans entre les différents territoires. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir cette visibilité qui n'est pas nationale encore complètement, qui est multiterritoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on gère, de toute façon tu peux aller, si tu veux voir un peu ce qu'on gère avec Lotier, on gère plus de 200 logements, au moment où on parle, là, au moment où je te parle, on gère plus de 200 logements, et ces 200 logements qu'on gère sont répartis de façon disparate sur différents départements. C'est pas énorme, 200 logements, je vais pas te mentir, c'est tout petit, on va pas se leurrer, je veux vraiment que tu crois pas que je te sors ce chiffre en mode c'est énorme, non. Dans le monde de la gestion, c'est un petit chiffre. Après, c'est toujours pareil, ça dépend qu'est-ce que tu regardes. Bref, sur ces 200 logements que l'on gère, vraiment, je t'assure que t'as pas les mêmes attentes au niveau des artisans en fonction des régions. T'as pas du tout les mêmes artisans. Et comme il dit, il y a des métiers comme la plomberie. Trouver de vrais plombiers qui savent, qui connaissent leur métier dans les règles de l'art. Tu vois, par exemple, moi j'ai vraiment vu beaucoup de plombiers dans ma vie. Des plombiers qui soudent correctement, mais c'est un truc de fou. Les plombiers à l'ancienne. Moi j'ai eu la chance, vraiment je considère que c'est une chance. Moi j'ai travaillé avec des anciens, tu vois. Début des années 2000, quand je travaillais jusqu'à fin 2010, il y avait encore cette génération de plombiers qui étaient là depuis les années 70-80, qui commençaient à partir à la retraite et qui, tu sais, qui faisaient encore... Bon, je devrais peut-être pas dire ça dans une émission, mais c'était la réalité. Maintenant, j'aimerais bien... J'ai même plus de nouvelles. Je pense à un là, tu vois, que j'adorais. J'adorais travailler avec lui.
il était à la retraite, il avait une petite retraite et il faisait de la plomberie au black à côté. C'est pas bien ce que je dis, mais c'est la réalité de la France. Vous savez quand même savoir qu'on se bat pour nos retraites, c'est les plus petites retraites du monde, quoi. Super, continuons à nous battre. Surtout, c'est vrai que nous, on est des gens modestes dans ce pays. Bref, je ne vais pas critiquer parce que je vais passer pour le mec qui critique tout. Mais en gros, donc j'ai fréquenté ces gens-là et je peux t'assurer que ça n'avait rien à voir. Mais quand je dis rien, il n'y avait rien de comparable, mais vraiment, hein, il n'y avait rien de comparable avec les artisans que je vois aujourd'hui sur le terrain. À aucun niveau. La conscience professionnelle, le souci que le client paye le juste prix, ça n'existe plus tout ça. Le matériel toujours sur soi, la serviabilité, enfin, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, ils étaient serviables, tu m'as compris. Excuse-moi. Voilà, vraiment. Alors il y en a encore, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, je vois bien ceux qui sont encore comme ça, ce sont souvent d'ailleurs les enfants de cette génération qui ont repris la suite de la société, mais il y en a tellement peu. Et en plus, on ne peut pas les blâmer, les mecs ils ne veulent pas reprendre la suite, parce que les charges ont explosé, les impôts ont explosé, tu travailles pour payer ta TVA, payer ton URSSAF, les clients qui payent au lance-pierre parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'argent, donc ils te disent, bon ben, je vous paye une partie maintenant, etc. Vraiment, le métier d'artisan, c'est un métier difficile. Et c'est un métier en plus où on a tendance à ne pas le savoir, mais les artisans, ils n'ont pas de formation, très souvent, ils n'ont pas une formation poussée. Donc la gestion de l'argent, ce n'est pas leur truc. La gestion en général, ce n'est pas leur truc. Donc ça les fait chier. Et donc du coup, ils ont un mode de fonctionnement qui n'est pas approprié au système français. Et ça crée, ça crée des déserts. Comme on a des déserts médicaux, on a des déserts d'artisans. Moi là, j'ai un chantier. J'en parle aussi beaucoup, j'ai besoin d'en parler, pas pour parler de mes chantiers, mais pour que tu comprennes la réalité à laquelle on est confronté. Nous, on a une marge aujourd'hui qu'on s'est pris, hein, une augmentation du coût du chantier de 100 000 euros. De 100 000 euros. Aujourd'hui, j'avais un chantier où j'avais un coût des travaux qui était, je dirais, à peu près de... On était sur un coût des travaux global environ qui représentait quelque chose comme un tiers de la valeur de l'immeuble. Aujourd'hui, on a quasiment le coût des travaux qui s'approche de la valeur de l'immeuble. C'est-à-dire que je revendrai l'immeuble, le prix des travaux, quoi. Et encore, j'ai des problèmes, mais inimaginables sur ce truc-là. Donc si tu veux, ça te montre vraiment le problème dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même moi, je me le dis, il faudrait que je reprenne mes méthodes d'avant pour les travaux, parce qu'avant, j'avais des méthodes un petit peu agressives ou singulières, devrais-je dire, pour gérer mes travaux, où finalement je m'y retrouvais financièrement. Et là, pour m'en sortir, il faudrait qu'on se remette dans mon ancienne méthode de travail, qui est pour nous actuellement, au vu du volume de travail qu'on a, insoutenable, quoi. Je ne sais même pas d'ailleurs, faut que j'y réfléchisse à comment je pourrais faire pour trouver une solution sur ce chantier-là. Il va falloir que je m'y penche d'ailleurs. Voilà, donc ce que je veux te dire, c'est qu'il a raison. Les artisans, c'est devenu une pure folie. Respecter un cahier des charges comme les normes RGE, moi quand je vois les artisans auxquels je suis confronté, mais c'est impensable. Donc ça veut dire qu'en fait, quand le commentateur dit le cahier des charges n'est pas tenable, non mais les gars, moi je vous le dis, non seulement il n'est pas tenable, mais on est déjà dans ce que j'avais prédit. Moi je vois déjà des gens qui n'en ont rien à foutre et qui mettent ça par-dessus la jambe. Je vois des gens qui retirent leurs biens des agences immobilières pour louer ça à leur manière. Certes, ils prennent un risque, mais les mecs en ont marre. Et donc, je vois vraiment ce à quoi on est confronté. Et on est confronté finalement à un système, comme toujours en France, où chacun va faire la sienne, parce que chacun va vouloir s'en sortir de sa petite magouille, entre guillemets, qui ne sont pas des magouilles. C'est un ras-le-bol d'un trop de fiscalité, d'administratif, de trop de tout, quoi. Et encore une fois, on ferait mieux aujourd'hui de simplifier. En fait, aujourd'hui, la seule chose que les hommes politiques devraient faire, c'est éliminer. En fait, éliminer sans compensation. Éliminer sans mesure compensatoire. C'est-à-dire, j'élimine un impôt, je ne le compense pas. Donc, je licencie. Oui, je sais, on ne peut pas licencier en France des fonctionnaires, mais c'est la première loi qu'on devrait faire passer. Là, on devrait avoir un mec courageux qui dit, bon ben, vous voulez que ça change ? Je dois licencier des fonctionnaires. Et je commence par 1, je licencie des fonctionnaires. 2, je réduis les impôts. 3, je licencie des fonctionnaires. 4, je réduis des impôts. 5, je supprime des aides sur des postes. 6, je réduis les impôts. 7, je réduis encore des enveloppes de je ne sais quoi. Boum, je réduis les impôts. Réduction, simplification. Il faudrait qu'il y ait
2 ou 3 impôts en France, un seul pour un truc ultra simple, tu vois. Impossible, hein, utopique ce que je suis en train de dire. Mais meilleure solution pour relancer le pays, ever, je pense. Parce que là, je suis d'accord avec ce qui a été dit dans cette émission, il l'a très justement dit, on va sur une bombe sociale, ça va s'aggraver. Moi, je vois la situation des deux côtés, donc locataires et propriétaires. Les garanties locatives demandées sont de plus en plus fortes. Les personnes ont de moins en moins envie de donner des garanties. Il y a de moins en moins de gens qui ont envie de travailler. On a une population qui travaille et une population qui ne travaille pas. Et ces deux populations coexistent et cohabitent dans un même pays, mais relativement mal. Elles ne se comprennent pas, elles ne s'entendent pas, elles ne se supportent pas. Et aujourd'hui, on espère que ça va fonctionner. Mais comment en fait? On n'a même plus d'identité nationale. À vouloir être lisse, on n'est plus personne en fait. La France a tellement poli les angles pour plaire à tout le monde que finalement, ça n'est plus rien. Et au bout du compte, la population, sans même parler de pauvres et de riches, elle est en train de se diviser entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en veulent pas. Parce que c'est même pas qu'il n'y en a pas. Parce que moi, je te le dis, hein, là, tu m'écoutes. Tu me dis, Nicolas, comment devenir riche? Putain, mais deviens plombier. Tu vas chez un vieux plombier, tu t'apprends à faire des soudures, mais des belles soudures, tu vois. Des soudures à l'étain, tu vois. Moi, j'ai vu comment ça se faisait. Hein. J'ai travaillé avec des mecs comme ça. Tu fais de la vraie soudure, bien propre, bien faite, clean. Tu sais que tu sais bien faire, là. Bonne soudure à l'étain, tu sais travailler ton cuivre, parce que même si aujourd'hui tout est en PER, il y a encore du cuivre, on a encore besoin de soudeurs pour ce type de matériaux, parce qu'il y en a partout. Donc, tu apprends à travailler et tu vas te gaver. Tu es là, tu m'écoutes et tu te dis non mais Nicolas, c'est pas vrai et tout, je te crois pas. Alors tu veux que je te donne encore une meilleure astuce pour devenir richissime? Dire, tu sais quoi, voilà, ce podcast tu peux le partager, tu dis voilà, là le gars il donne vraiment une vraie astuce pour devenir riche, d'accord? Écoute bien, c'est très simple. Tu fais une société qui est ok pour aller dans les vides sanitaires. On n'a personne. Je veux dire, moi j'ai eu une maison à un moment donné, j'avais un vide sanitaire de 20 cm. Il n'y a jamais personne qui a voulu faire le travail, c'est moi qui ai dû le faire. Et je suis claustro. Hein. Donc j'ai pris sur moi, j'y suis allé, les mecs venaient, ils me demandaient même pas d'argent. Il y en a qui m'ont même dit, j'ose pas vous donner un prix parce que vous n'accepteriez pas. Et j'ai dit, mais si, n'importe quel prix j'accepterai. Ben, il n'a pas voulu en fait. Au final, il m'a quand même pas donné de prix. Et je te promets, je pense qu'à l'époque, bon je l'ai plus cette baraque, mais elle a été vendue, il y a quelqu'un qui me l'a acheté. Et donc il y a bien des gens qui doivent y aller aujourd'hui sous cette maison. Et tu m'aurais donné... Moi, j'en sais rien, je te dis une connerie, mais 1000 ou 2000 euros, tu m'aurais demandé ça, mais je t'aurais dit oui, en fait. Parce que j'y ai passé 2 jours à ramper dans un... Effectivement, hein, c'est pas des boulots qui font rêver. Mais déjà, tu te concentres que là-dessus. Hein. Spécialiste des vides sanitaires, tu fais toutes les réparations qu'il y a à faire dans toutes ces maisons là qui ont 20 ou 30 cm de vides sanitaires, il y en a un paquet. Hein. Tu vas te gaver. Tu vas te gaver, il n'y a personne qui veut le faire. Par contre, on est d'accord, tu vas pas tauger dans la merde. Ah là, voilà. Au milieu des rats morts, parce que moi ils étaient morts, au milieu des cafards ou des insectes ou je ne sais quoi, il y avait de tout, des araignées, des machins. Ah c'est sûr, tu n'auras pas les ongles propres et le soir tu vas rentrer, tu vas pas sentir la rose. Hein. Tu vas devoir passer par chez toi et te laver. Mais par contre, tu vas encaisser du gros sous là. Voilà, mais après on n'a rien sans rien. Je veux dire, c'est toujours pareil. Et tu vas me dire, et ceux qui vont le faire, ils vont me dire, oui mais tu vas te heurter à un dernier problème auquel on est tous confrontés, c'est l'embauche. Les gens veulent plus bosser. T'arrives même pas à embaucher. Là, je parlais avec un membre de ma famille ce week-end qui me disait qu'il y avait une annonce pour un manutentionnaire. Il n'y a personne qui veut postuler. Personne ne veut faire de la manutention. Pareil, je te donnais un conseil si tu m'écoutes. Tu veux devenir rentier immobilier? Prends un putain de poste de manutentionnaire où tu poses ton cerveau, il y a un mec qui te donne des ordres. Tu fais ce boulot la journée et le soir, tu te sers du salaire pour devenir rentier. Et tu deviendras rentier. Mais les mecs, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Toi, tu cherches un gars, et ce ne sera pas moi ce gars-là, qui te donne un raccourci pour être tout de suite rentier. Mais ça n'existe pas, bordel de cul. Et je suis vulgaire et je m'excuse, mais c'est tout ce que je pense. Tu vas devoir, surtout si tu n'as pas de thune comme moi au début, mettre les mains dans le cambouis. Je n'ai pas passé ma vie à enregistrer des émissions, et c'est sûrement pas Internet et les émissions qui m'ont rendu riche. Je te le dis clairement comme je le pense. Aujourd'hui, mes revenus locatifs sont largement supérieurs à mes revenus d'Internet, et je l'assume complètement. Alors certains me diront, ouais, parce que tu es nul. Bon, c'est peut-être vrai. Ça, c'est un autre problème. Mais en attendant, j'ai bossé pour avoir ce que j'ai en immobilier. Et crois-moi, c'est plus important pour moi l'immobilier qu'Internet. Et ce que j'essaye de t'envoyer comme message, c'est aussi simple que ça. Il y a des boulots qui rémunèrent de ouf, même dans l'artisanat. Mais deviens artisan. Tu vas gagner du fric. Par contre, tu vas bosser. Et ça, c'est une réalité française qui est très française. Pas tout le monde qui en a envie. C'est une anomalie.
Et c'est pour ça que les mecs qui sont rentiers sont des bosseurs et les mecs qui rêvent d'être rentiers sont des branleurs. C'est tout. Donc soit tu continues de rêver, soit tu te retrousses tes manches, voilà, j'ai bien dit, oui, et tu commences à bosser et tu commenceras, et franchement, je vais te dire, il n'y a pas 36 manières, hein. Tu veux devenir rentier, mais c'est pas la peine d'aller à l'école, hein. Tu commences par faire un boulot de merde et à placer ton argent. Et tu verras, tranquillement, ça se fera. Patrick Magnéto. Juste une dernière question. On citait le président Macron au début. Il appelle également à une simplification, une réduction des délais de construction. Vous en pensez quoi? Alors c'est eux qui créent eux-mêmes les règles. Écoutez, moi j'ai fait un sondage dernièrement auprès de nos 200 partenaires promoteurs. On était à peu près à 5 ans entre la première version du dépôt de permis et la livraison des logements. Donc il faut 5 ans pour sortir un bâtiment. On était à 5 ans. Avec le choc de simplification, le choc de l'offre, donc on est passé à 7 ans. D'accord, on a pris 2 ans. Voilà, on a pris 2 ans en voulant simplifier. Donc vous savez, en général, quand on veut simplifier, après c'est pire. Parce qu'on soulève des problèmes qui n'en sont pas, etc. Donc après, c'est pire. Non, mais reconnais que c'est ouf. Hein. J'avais pas écouté tout le passage, vous n'avez pas fait attention. Donc je te parlais tout à l'heure de simplification, il en parle, donc on est d'accord. C'est très. J'apprécie, non pas qu'on soit d'accord, j'apprécie le fait qu'on soit 2 personnes qui ne nous connaissons pas, qu'on n'est pas. Moi, j'avais jamais fait gaffe plus que ça à cette. Enfin, moi, voilà, quand j'ai tombé sur cet extrait, j'étais content parce que l'analyse se recroise et c'est délirant, parce que le mec te dit, on a simplifié dans le programme 9, on était à 5 ans, et au lieu de gagner 2 ans, on a en perdu 2 ans de plus, parce qu'en fait, ils se sont arrêtés sur des nouveaux trucs, et ils ont rallongé les délais. Donc là, je veux dire, définitivement, tu comprends pourquoi un mec comme moi ne peut pas blairer les personnes qui nous dirigent, parce que, de mon point de vue, très simplement et très clairement, on est dans l'incompétence la plus totale, ou alors l'incompréhension, mais j'ai du mal à accepter cette réalité-là, le fait qu'ils ne comprennent pas comment marche notre économie. Je ne peux pas croire que nos dirigeants ne... Mais bref, il y a quand même des signaux qui nous sont envoyés très forts, comme quoi il y a, je dirais, je trouve pas mes mots, mais un déséquilibre clair entre ce que eux perçoivent et font, et ce que nous on perçoit et on aimerait. Voilà, bon, je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet. Ce qui compte ici, c'est que tu comprennes bien qu'il n'y a pas de solution à attendre finalement, ni de nos politiques, ni de la situation actuelle, que c'est à toi à trouver tes propres solutions et que c'est à toi à comprendre ce qui est en train de se passer et à comment tu vas pouvoir t'adapter pour en tirer parti. Parce que c'est la seule finalité. Moi, comme je répète souvent, et c'est le moment que je te le dise, en fait, les immeubles restent, les locataires passent. Les immeubles restent et les Jean-François passent. Alors, pas les Jean-François, on va dire. Les hommes politiques passent. Les lois, elles font que passer. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans le viseur du petit roi Jean-François Macron. Demain, c'est pas demain, hein, mais dans quelques temps, en fait, Macron ne sera plus là. On aura un autre Macron. Je m'en fous de qui d'ailleurs, parce que ça ne changera rien. Mais il y aura quand même des changements. C'est-à-dire que ça ne changera rien dans l'incompétence de la gestion. Ça changera simplement dans... Peut-être que l'ISF reviendra, peut-être que l'IFI sera supprimé. Il va y avoir de nouvelles choses qui seront faites, et ces nouvelles choses qui seront faites auront des conséquences, et ce qui compte, c'est que toi, tu mettes un pied dans l'immobilier, parce que l'immobilier français t'enrichit. Et même si on rajoute encore 2 ans, l'inertie à la française, moi j'appelle ça l'inertie française, elle a ses avantages. La crise de 2008, on l'a prise avec 2 ans de décalage. C'est-à-dire que quand... moi, je raconte souvent cette histoire parce que je la trouve extrêmement intéressante. Quand on a eu la crise de 2008, elle est arrivée 2 ans après en France et nous, on a eu 2 ans pour se retourner. Donc, tu vois, on a les avantages et les inconvénients. Et la France, moi en tout cas, en ce qui concerne ces éléments-là, pour moi, ça représente un avantage. Et malgré tout, tu dois avoir de l'argent en France parce que du coup, grâce à ça, tu vois, imagine que tu investis dans d'autres pays et que tu as des investissements en France et que tu te prennes le bouillon dans un autre pays. Ben, tu sais qu'en France, tu vas avoir 2 ans de décalage, donc ça te laisse le temps de réagir. Et du coup, tu vas pouvoir prendre tes dispositions et un petit peu absorber le choc si tu en as besoin. Et ça, c'est un vrai luxe. Hein. C'est un luxe que certains pays comme les États-Unis n'ont pas. Les Américains, quand ça casse direct. Bon, après, ça repart aussi vite en fait. L'avantage de l'Amérique, c'est la rapidité avec laquelle elle est capable de se remettre en selle, de se remettre en fonctionnement. Et c'est d'ailleurs, de façon surprenante, l'inverse avec la France. C'est de voir avec quelle lenteur, nous, on se remet en selle et on se remet en place. Mais
Comme je te dis, voilà, après, chaque chose peut être prise de façon positive ou négative. Moi, je choisis de le prendre de façon positive. Je considère que malgré tout, ça nous permet d'une certaine manière d'anticiper et de pouvoir comme ça mieux gérer le choc quand on sait qu'il va y avoir un choc. Voilà, donc nota bene, la simplification française, ça ne génère pas, ça ne raccourcit pas le temps, ça le rallonge. Magnéto, Patrick. Non, mais surtout, ce qui est grave aujourd'hui, c'est que on parlait l'autre jour avec un interlocuteur des crises qu'on a vécues dans l'immobilier. Ouais. Et moi, je me rappelle des 2 dernières crises. La crise de 2008, notamment avec la crise financière, les subprimes, où les banques américaines avaient fait n'importe quoi. Ça nous a amené dans l'impasse, crise financière qui a touché l'immobilier, etc. Donc l'immobilier a beaucoup souffert, y compris en Europe, y compris en France. Mais on n'y pouvait rien. C'était les subprimes, etc. La dernière crise qu'on a connue, qui là pour le coup était vraiment française, c'était 2013, avec Madame Duflot, qui avait envoyé des messages épouvantables aux investisseurs, avec la loi Allure, le plafonnement des loyers, etc. Donc là, on peut dire que la crise avait été créée par les pouvoirs publics. Mais au moins, il y avait des gagnants en 2013. Les gagnants, c'était qui? C'était les locataires. Parce que vous nous dites aujourd'hui, Stéphane Descartiers, pour conclure un peu là-dessus, c'est qu'il n'y a plus de gagnants. Mais c'est ça qui est dingue. Voilà. C'est que là, en 2023, les pouvoirs publics créent, en partie, sont responsables de la crise, effectivement, qui est là. Mais il n'y a pas de gagnants. Alors, je suis pas complètement d'accord avec lui sur ce point-là. Il y aura des gagnants. Les gagnants, ça va être ceux qui seront capables d'acheter, de continuer d'avancer. Encore une fois, chaque crise, en fait, elle permet simplement un réajustement des tarifs. Et de mon point de vue, ça n'engage que moi, bien évidemment. Ici, c'est très limpide pour moi. Ceux qui vont pouvoir continuer de faire des acquisitions pendant cette période de vache maigre où on est beaucoup moins sur le marché et où finalement les prix ont tendance à baisser, eh bien ceux-là sont ceux qui, à un moment donné ou à un autre, retrouveront leur pognon. On ne va pas se mentir. Voilà, pour moi, c'est une évidence en fait. Voilà, je n'ai aucun doute sur ce que je suis en train de te dire là. Après, là où je suis quand même assez d'accord avec lui, on parle d'une minorité qui est tellement petite que finalement, est-ce qu'elle pèse dans la balance? Est-ce que le fait que ceux qui ont déjà de l'argent aient la capacité de gagner toujours plus d'argent va générer réellement un quelconque intérêt pour qu'il soit énoncé ici? Non, finalement, j'aurais pu dire comme lui, parce que le gros du marché, il est quand même concentré dans les primo-accédants, les investisseurs qui sont des investisseurs normaux et qui font le marché. Et dès l'instant que tu commences à avoir, moi je vais dire que pour moi, il y a vraiment un trait qui se tire à partir d'une dizaine d'appartements, tu vois, d'appartements, d'unités, même si tu as 2 immeubles avec par exemple 6 et 6 lots, donc tu n'as que 2 immeubles, mais tu as à chaque fois 6 appartements dans chacun des immeubles, pour moi tu es déjà gros en soi. C'est-à-dire que les personnes qui vont commencer à avoir 10, 20, 30, 40, 50 appartements, ceux-là sont vraiment une toute petite minorité qui ont accès à des lignes de crédit et à un potentiel financier qui est très différent de ceux qui vont avoir moins de 10 logements. Voilà. Moi, j'ai toujours marqué une grosse différence à 10 logements, à une dizaine de logements. Pourquoi? Parce que déjà, avec une dizaine de logements, tu te dégages quand même 4 sous qui ne sont pas inconfortables au quotidien. Parce que finalement, en termes de taf, c'est pas oufissime, c'est gérable de chez toi, ça reste une petit business sympatoche, tu vois. Et aussi parce que c'est vrai que même si tu n'as pas accès à beaucoup d'argent en soi, tu es quand même un client pas dégueulasse non plus pour ta banque. Donc bon an, mal an, pour peu que tu aies ta résidence principale à côté et tout, ben c'est pas mal. Après, je vais être franc avec toi, de 10 à 20 logements, on ne peut pas dire en soi que tu vis vraiment de l'immobilier. Ou alors, c'était mon cas moi à l'époque quand j'avais une vingtaine de lots, nous on avait des lots soldés. Donc soit tu as une partie de ces lots qui sont soldés. Dans ces cas-là, c'est grâce à une partie soldée, une partie à crédit et cet équilibre que tu arrives à en vivre. Soit si tu n'as que des crédits, il va t'en falloir un petit peu plus pour pouvoir envisager de laisser ton travail. En tout cas, toujours est-il que voilà, je pense que ceux qui continuent à avoir accès au prêt, qui continuent à pouvoir faire des affaires immobilières, ils vont bien se gaver. Je pense aussi, je veux quand même le préciser, que il y a des marchands de biens qui vont aussi gagner de l'argent dans cette période, mais c'est plus difficile parce que l'achat-revente dans un marché baissier, c'est vraiment là que tu vois ceux qui sont bons de ceux qui ne le sont pas. Parce que acheter-revendre, quand ça monte, tout le monde sait le faire. Hein. Je veux dire, tu prends un idiot, tu lui fais faire de l'immobilier quand tout va bien, tout idiot qu'il l'est, il fera des affaires et il gagnera du pognon. Par contre, en ce moment, il n'y a que ceux qui savent vraiment faire qui gagnent de l'argent. Et d'ailleurs, c'est là que ça va être intéressant. C'est là où tu vas voir les marchands de biens qui vont rester en activité, de ceux qui vont s'arrêter, de ceux qui vont rester coincés sur une opération. Là, il va y avoir vraiment 3 marchands de biens qui vont se dégager.
Et chacun de ces profils de marchands va vivre sa propre histoire et va avoir les propres conséquences de la crise. Mais on ne va pas se mentir, toi et moi, c'est clair que c'est une période difficile qui va épurer, écrémer le marché et qui va permettre à ceux qui vont, encore une fois, avoir la capacité de se gaver que plus, parce que c'est dans ces périodes-là où on engrange le plus de pognon. Voilà, donc écoute, pour moi, c'est juste sur ce point-là où on n'est pas vraiment d'accord, mais en fait, là où je suis quand même d'accord avec lui, c'est que c'est la majorité qui va rester à l'arrêt à cause des normes du HCSF. Comme je te l'ai dit, là, dans une dizaine de jours, il y a quand même une réunion parce qu'ils sont tellement coincés qu'ils sont obligés de revoir leurs contraintes qu'ils ont essayé d'imposer à tout le monde. Donc, est-ce qu'ils vont le changer? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ça montre qu'ils ont quand même conscience de la situation. Comme je te l'ai dit ici aussi vers la fin, là maintenant, c'est maintenant que tu gagnes de l'argent. Donc, ceux qui vont pouvoir acheter dans les prochains mois et années, c'est ceux qui vont se gaver le plus dans les prochaines années. Donc, attention, la baisse, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais le redire, on est dans un marché baissier, mais la baisse va vraiment être effective à partir de septembre. Là, on a encore le mois de juin à passer. Juillet, août, la France va encore être à l'arrêt. En mai, elle est à l'arrêt. En mai, elle est à l'arrêt. En juillet, août, elle est à l'arrêt. À Noël, elle est à l'arrêt. Enfin bref, tu m'as compris. Donc, en juillet, août, ça va se lever. On va lever le pied. Et à la rentrée de septembre, les gens qui n'auront pas vendu, qui vont commencer à être pressés, vont commencer à baisser significativement, même s'ils ont déjà baissé. Moi, ce que je veux que tu entendes, c'est que je précise bien mes propos parce que c'est important. On est sur un marché baissier, mais ce sont de légères baisses. On n'est pas sur des baisses significatives. Je prends ce point d'entrée aussi comme étant important. En début d'année, j'ai fait une grosse négo sur un immeuble. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pu baisser un immeuble de ces tarifs-là. Donc, c'est quand même important aussi de le préciser. Ça a attesté à mes yeux de la baisse du marché. On peut commencer à négocier les biens. On est sur un marché baissier. Voilà. Mais la baisse sera significative à la rentrée. Voilà. C'est ça que je veux que tu retiennes. C'est ce que tu dois te dire. Donc, soit tu es un peu pressé ou tu as des bonnes affaires, il faut les signer avant la rentrée. Soit il y en aura. Je pense que les banquiers, cette année, ils n'ont pas du tout atteint leurs objectifs. Donc, je pense qu'on n'a pas de pression à se mettre à ce niveau-là. Et je pense que s'ils changent les règles pour la fin de l'année, on pourrait peut-être avoir une embellie insoupçonnée et surprise de fin d'année en fonction de ces paramètres que nous ne maîtrisons pas encore. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça ne change rien à la situation dans laquelle nous nous trouvons, toi et moi. On est dans une situation inédite pour l'immobilier, comme il l'a dit, qui est de la volonté de nos dirigeants. Moi, je vais te donner un pronostic qui est ce qu'il est, mais qui est quand même pour moi assez réel, à savoir, je pense que ça ne se tiendra pas sur la durée. Je pense que toutes ces lois, la loi climat, toutes les lois qu'ils ont fait sur l'immobilier, sur le très long terme, avec les prochains présidents, etc., il y aura des changements parce que les conséquences sont trop importantes et trop néfastes. Je peux me tromper sur ce point-là. J'ai quand même conscience qu'il y a une vraie volonté liée au climat d'agir et de montrer qu'on agit. Parce que ce que j'ai bien compris depuis très longtemps avec les politiques, c'est que c'est plus important de montrer qu'on fait quelque chose que de faire vraiment quelque chose. Autrement dit, on préférera faire passer une loi qui ne sert à rien, mais qui donne l'illusion que ce qui est fait a un impact, plutôt que de faire passer une loi qui, au premier abord, ne laisse pas transpirer une action virulente, mais qui, sur le fond et le long terme, aurait un réel impact. Voilà. Je pense qu'on préfère, en politique, on préfère le paraître plutôt que l'être. Et comme moi, je suis quelqu'un qui préfère être que paraître, je ne peux pas m'entendre avec ces gens-là. Donc voilà, bref, c'était une parenthèse, mais ce que je veux te dire, c'est que les lois qui ont été mises ici, enfin qui ont été mises en place ces derniers temps, à mon sens, ne seront pas les lois que nous retrouverons dans 10 ou 15 ans. Elles vont évoluer et de toute façon, nos avis et nos positions sur tout ça vont évoluer avec. Nous verrons comment ça sera dans 10-15 ans. La finalité de l'émission, c'est quoi? Parce une longue émission pour te dire quoi? Premièrement, investis. Tu dois investir et si changement il y a, même sur les règles du HCSF, je t'incite réellement à investir. C'est la clé, c'est ce qui va te permettre de t'enrichir et, je le répéterai jamais assez, même si moi-même j'ai cette lucidité qui consiste à voir très clairement tout ce qui ne va pas en France, garde en tête que les opportunités françaises, tu ne les auras pas ailleurs. Nulle part ailleurs. Et que donc cet argent que tu as cette capacité aujourd'hui même à gagner tout de suite, là, maintenant, il faut que tu le prennes en fait. Si tu n'as jamais rien fait, tu perds des sommes
colossal. Et si tu attends pour faire, tu perds encore plus d'argent. Et si ça fait des années que tu attends pour faire, tu as déjà perdu peut-être des millions d'euros. Moi, quand je vois quelqu'un qui n'agit pas et qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a perdu des millions d'euros. Et aujourd'hui, tu n'as plus le luxe de perdre cet argent. Et je sais très clairement qu'on n'est pas dans une période qui laisse transparaître, qui donne la sensation d'être le meilleur moment pour se lancer. Beaucoup de gens vont se cacher derrière les taux d'emprunt qui ont explosé, etc., etc., etc. Mais moi, je te le dis comme je le pense, rien à brère. Si les taux d'emprunt ont explosé, achète mieux. Et de toute façon, tu n'as rien de mieux à faire que d'acheter en France. Parce que tu ne trouveras rien d'équivalent. Là, je suis sur une transaction où on est à plus de 12% de rentabilité. On est même à plus de 13 ou 14, je pense. Il faut que je recalcule mieux, mais voilà, c'est un truc de ouf, quoi. Tu ne trouves ça nulle part ailleurs. Et je parle en net, pardon, je tiens à le dire. Je n'ai pas dit que j'allais réussir à la signer. J'aime pas parler à l'avance. Je veux juste te donner un chiffre pour que tu réalises que c'est toujours d'actualité en France. Et que, en définitive, ton inaction ne s'excusera jamais. Et là, ça va mal pour l'immobilier. Et comme ça va mal pour l'immobilier, fais en sorte que ce soit bien pour toi. Parce que si par contre tu ne fais rien, c'est là où ça va très mal en fait. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui payent l'addition. Tous les autres, même ceux qui essayent de se lancer mais qui se plantent, même ceux-là au moins ils en tirent des leçons. Toi, qui ne fais rien et qui m'écoute, toi tu es le seul qui paye l'addition au final. Donc change ça, passe à l'action et comprends que oui, on est dans une période particulière, oui, tout ça c'est très spécial et ça va nous conduire dans une impasse et dans quelque chose de très difficile, mais on le sait, mais c'est pas pour ça que tu vas pas gagner d'argent en fait. Le marché, il continuera à tourner, il y aura toujours des acteurs dessus comme moi qui vont continuer de tirer bénéfice de la situation et même si ça venait à se retourner totalement, tu sais quoi, demain c'est la grosse catastrophe, je vends tout en fait. Si je vends tout, il se passera aussi quelque chose, tu vois. Il y a toujours une solution et il n'y a jamais de problème. Je te remercie d'avoir écouté cette émission jusque-là. C'était une émission un peu particulière mais qui était due à l'actualité. Donc je voulais te partager les propos au travers de cette personne qui, sans que je la connaisse et qui a plus de bouteilles que moi, est dans le même axe et la même direction, la même vision que moi. Donc ça me fait plaisir de te montrer qu'on est plusieurs professionnels à partager la vision de l'immobilier telle qu'elle est actuellement. Et que donc, en ce qui te concerne, je le répète, mais tu as une opportunité de marché que j'aimerais que tu saisisses. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux qu'on travaille ensemble. L'onglet formation, il y a mes formations. L'onglet coaching, il y a mes coachings. Dans les livres, il y a mes livres. Il y en a pour toutes les bourses, pour tous les goûts. Je te laisse choisir. Et puis, pense à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes parce que c'est ce qui m'aide le mieux. Et je suis très heureux de passer ces moments avec toi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!